C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Après avoir constaté qu'il ne se passait rien de déterminant le 1er juillet dans le dossier de l'annexion, les quotidiens israéliens, l'ensemble des sites d'information reviennent ce matin à ce qui est à nouveau sans contestation possible la préoccupation majeure des Israéliens aujourd'hui, à savoir la seconde vague de coronavirus. Et cette seconde vague, affirme le Israël Hayom ce matin, elle est bel et bien là, avec un nombre de nouveaux malades quotidiens qui frôle les 900. 900, c'est le chiffre que l'on voit à la une du quotidien israélien, mais surtout avec une augmentation de plus en plus sensible du nombre des nouveaux malades graves. Ces 900 malades, c'est un record dont on se serait bien passé en Israël, un record qui dépasse même le nombre de malades quotidiens dépistés au plus profond, au plus fort de la première vague. Quant au nombre de malades graves, il est passé à 57 alors qu'il était de 38 en mai dernier. Le Israël Hayom nous révèle également que 5 employés de la centrale nucléaire de Dimona ont été contaminés et que cela a entraîné la mise en quarantaine de 180 autres employés. Et les quotidiens disent que la commission interministérielle chargée de limiter la circulation dans les zones les plus touchées envisage d'instaurer une sorte de couvre-feu partiel ou en tout cas de limite de circulation dans certains quartiers d'Ashdod et de Lod qui sont contaminés. Le Maariv précise qu'il s'agit des quartiers Gimel, Zayin et Chet à Ashdod, de Snir et de Neve Shalom à Lod. À Ashdod, on a recensé au cours des 3 derniers jours 305 malades de plus et au total 417 malades, ce qui prouve qu'il y a une progression rapide de la maladie dans la ville portuaire. Au sein de la police, on a décidé de prendre des dispositions en perspective d'une décision d'imposer des limitations de circulation plus massives dans d'autres zones durement touchées. Et le Israël Hayom souligne à cette occasion que l'autorité palestinienne, elle, a décidé d'imposer un couvre-feu général à la suite d'une augmentation drastique du nombre de malades qui s'apprête à dépasser le seuil des 3000. Le bouclage devrait se prolonger pendant 5 jours à partir de demain. C'est le seul moyen pour tenter de neutraliser l'épidémie, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement palestinien. Dans le Maariv, Lilach Sigan se demande comment en sommes-nous arrivés là. Il y a un mois à peine, le monde entier nous demandait comment avions-nous fait pour gérer aussi bien la crise sanitaire, mais dès que l'état d'urgence a été levé en Israël, personne n'a véritablement géré la suite de cette crise. D'un côté, le gouvernement appelle le public à respecter les mesures d'hygiène, mais de l'autre, il investit de l'énergie dans d'autres dossiers qui lui semblent aujourd'hui prioritaires, entre autres comme l'annexion. Les sites d'information et les quotidiens indiquent également que la Knesset a voté hier soir en seconde et troisième lecture la proposition de loi visant à permettre à nouveau au Shin Bet de suivre les malades grâce à des technologies de traçage sophistiquées. C'est la commission de la défense du Parlement israélien qui sera chargée de contrôler l'action du Shin Bet dans ce dossier. Il faut préciser que ce projet de loi, que cette loi a été votée pour une première période de 3 semaines. Ce matin, le Yediot Aharonot se focalise sur les jeunes et les étudiants israéliens qui sont victimes de la crise. Seulement 20% des jeunes de moins de 24 ans qui travaillaient avant l'épidémie ont retrouvé du travail. Pour beaucoup, leur situation économique est tellement difficile qu'ils ont décidé de retourner vivre chez leurs parents. Notre vie s'est totalement gelée, affirment beaucoup d'entre eux. C'est là qu'ils entendent réfléchir donc chez leurs parents à leur avenir et à la manière de sortir au plus vite de cette crise. Certains de ces jeunes se plaignent de n'avoir pas reçu d'allocation chômage et de s'être retrouvés, affirme-t-il, entre deux chaises. C'est la génération des chômeurs du coronavirus, titre ce matin en une le Yediot Aharonot. Et puisque nous parlons de licenciement, le Yediot Aharonot fait état d'une vague massive de licenciements au sein des industries aéronautiques israéliennes. Le journal nous présente une donnée qui donne la chair de poule. Il y a aujourd'hui en Israël 832 000 chômeurs, soit un taux de chômage de 21%, alors qu'il était de 4% avant la crise. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce taux de chômage ne baisse pas comme on l'aurait souhaité, comme l'auraient souhaité en tout cas les experts économiques. Le ministre des Finances a déclaré hier qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux en Israël, mais qu'il faudra effectuer des coupes sombres dans le secteur public. Et puis pour clore ce dossier du coronavirus, le Israël Hayom se penche ce matin sur le pays qui a apparemment le mieux lutté contre le virus. Il s'agit de l'Islande, un pays dans lequel les autorités autorisent d'ores et déjà d'enlever les masques après qu'il n'y ait plus eu le moindre cas de contamination recensé. Le second titre, c'est bien entendu, je vous le disais au début de cette revue de la presse, le dossier de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations de Judée et de Samarie.
Alors il faut bien avouer que cette journée qui était considérée comme celle de tous les dangers s'est déroulée dans le calme, voire même dans une forme d'indifférence, et pour cause, Binyamin Netanyahou n'a pas fait la moindre déclaration solennelle à ce propos. Les Palestiniens, qui sont bien plus préoccupés, comme je vous le disais à l'instant, par le rebond de l'épidémie, ne sont pas descendus dans la rue pour protester contre une telle démarche. Et ce matin, le Yediot Aharonot a accordé un vaste droit de réponse à David Al-Ariani, le président du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie, après l'éditorial que le journal a publié en évidence hier du Premier ministre britannique Boris Johnson. Johnson avait écrit hier, je vous le rappelle, dans les colonnes du quotidien, que c'est justement parce qu'il se considérait comme un véritable ami d'Israël qu'il demandait au Premier ministre Netanyahou de ne pas entamer une démarche d'annexion. Et donc David Al-Ariani lui répond: c'est vrai, vous êtes un ami important d'Israël. C'est vrai que ces dernières années, le vote de la Grande-Bretagne à l'ONU dans le dossier israélo-palestinien est plus proche d'Israël. Mais c'est à nous, Israéliens, de prendre les décisions qui nous conviennent dans ce dossier. Et il écrit: nous n'avons pas combattu il y a plus de 73 ans les Britanniques pour qu'aujourd'hui nous soyons obligés de revenir en arrière. Fin de citation. Mais ce matin, alors que le Premier ministre Netanyahou affirme qu'il continue à négocier l'instauration de cette souveraineté avec les Américains, une information importante est répercutée dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Les évangélistes américains menacent Donald Trump. Attention, notre vote ne vous est pas acquis dans tous les cas de figure aux élections présidentielles de novembre. Nous savons que Donald Trump ne peut pas vaincre sans notre soutien, et nous voulons, ce que nous voulons, c'est l'annexion par Israël des territoires, affirment certains responsables du mouvement évangéliste américain. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, lui affirme ce matin dans son éditorial qu'il est grand temps de développer la vallée du Jourdain et d'y attirer une population israélienne grandissante. Quant à Ariel Kahana, il affirme dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom qu'il faut que Binyamin Netanyahou se libère des pressions de toutes parts, entre autres même des Américains, et qu'il prenne l'initiative d'une démarche historique. Le Israël Hayom cite ce matin des proches du Premier ministre qui affirment que les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de la coalition gouvernementale. Le journal croit savoir que Binyamin Netanyahou est actuellement plutôt dérouté par un contraste criant. D'un côté, les sondages élogieux qui accordent au Likoud et à Binyamin Netanyahou une nette victoire s'il devait y avoir aujourd'hui des élections anticipées, mais de l'autre, sa situation au sein de la coalition gouvernementale. Le Yediot Aharonot revient sur l'annonce de la réduction du service militaire pour les garçons qui serviront désormais 30 mois au lieu de 32 mois, une décision qui est loin de faire l'unanimité puisque Tsahal elle-même s'y est opposée. Le journal Yediot Aharonot souligne également que le soldat de la brigade Golani qui avait défendu il y a quelques semaines un Palestinien agressé par de jeunes habitants juifs de Hebron, ce soldat de la brigade Golani s'est vu attribuer un diplôme de remerciement pour avoir agi ainsi conformément aux valeurs de l'armée. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.